Nous allons commencer un nouveau chapitre sur la loi. Euh, donc si ce n'est pas encore fait, vous allez noter chapitre 2. Chapitre 2, la loi. La loi et la morale, tout à fait. Suffit-il d'obéir à la loi pour être juste? C'est très bien. Alors, je vais faire à l'avance la correction du devoir sur table que vous m'avez rendu cette semaine, à savoir que je vais faire l'introduction de ce sujet, la problématisation en particulier, et ensuite nous allons commencer euh, le cours. Alors, la loi, et donc je vais dicter, et si jamais je vais trop vite, ça sera sur YouTube. La loi est une règle explicite qui peut être écrite ou orale, qui organise la vie d'une communauté politique. La loi est une règle explicite qui organise la vie d'une communauté politique. Elle émane, c'est-à-dire qu'elle provient d'une autorité politique reconnue comme légitime par les sujets qui lui sont soumis. Reconnue comme légitime par les sujets qui lui sont soumis. Obéir à la loi, c'est donc reconnaître son autorité, en se soumettant volontairement en se soumettant volontairement à ses commandements, en se soumettant volontairement à ses commandements, même si cela nous en coûte, même si cela nous en coûte. L'obéissance se distingue ainsi de la contrainte, qui repose sur la force, mais elle se distingue aussi de la spontanéité.
Oui, mais elle se distingue aussi. Alors, euh, l'obéissance se distingue de la force, pardon, de la contrainte qui repose sur la force. L'obéissance se distingue de la contrainte qui repose sur la force, mais elle se distingue aussi de la spontanéité. Obéir à la loi, est-ce être juste? D'un côté, on peut penser que ce n'est pas le cas. En effet, toutes les lois ne sont pas justes. Certaines sont même injustes. Par ailleurs, la justice est une vertu personnelle. Par ailleurs, la justice est une vertu personnelle. On est donc juste de son plein gré. On est donc juste de son plein gré. Et non parce qu'on y est obligé légalement. Et non parce qu'on y est obligé légalement. Mais d'un autre côté, mais d'un autre côté, que serait la justice sans la loi? La justice n'est-elle pas... J'ai peut-être un peu vite. Que serait la justice sans la loi? La justice n'est-elle pas un sentiment qui relève de la subjectivité, un sentiment qui relève de la subjectivité et qui, en tant que tel, et qui, en tant que tel, peut varier d'un individu à l'autre, et qui, en tant que tel, peut varier d'un individu à l'autre. On peut donc se demander si, on peut donc se demander s'il suffit d'obéir à la loi pour être juste.
On est bien d'accord que c'est exactement ce que vous m'avez rendu. euh, C'était quand? Mardi? Bon pour vous, bien sûr. Hein, je prie pour cela. Vous remarquerez quand même que c'est pas excessivement long, ça fait combien de pages? Ça fait même pas une page normalement. Ouais. Quand on écrit petit, ça fait une demi-page. Ça va normalement. Et ça nous a pris combien de temps de le faire? Allez, j'ai la vidéo. 10 minutes, montrant. Donc ça va, ça devrait. C'est l'objectif de pouvoir le faire en 1 heure si jamais vous avez une épreuve finale de philosophie en 4 heures. C'est réalisable, c'est réalisable. En tout cas, la rédaction, vous pouvez rédiger une demi-page en 10 minutes, ça c'est sûr. Voilà. Ou on est seulement juste de son plein gré. Je crois que c'est tout ce que j'ai dit. Et non parce qu'on y est obligé légalement. Voilà. Alors, il va y avoir, parce que j'aime beaucoup ce thème, en fait, il va y avoir 4 parties. Ouais. Et vous allez voir, on va bien rigoler. Donc, c'est des parties qui vont être brèves, mais il y en aura 4. Je vous ferai parvenir. Alors, vous, ça sera forcément pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, les textes pour ce cours. En revanche, je lirai systématiquement les textes dont il est question en cours. Donc, vous les aurez d'une certaine manière sous forme vidéo euh, quand vous serez sur YouTube. Voilà. Je mettrai directement les liens des vidéos sur Pronote en fait, en guise de cahier de texte. Euh, Ça sera une vidéo non référencée. Donc en fait, simplement avec le lien, vous pourrez la retrouver. Je ferme cette parenthèse. On attaque la première partie du cours, sauf si vous avez des questions. Non, c'est très bien, pas de questions. Grand 1. Obéissons-nous à la loi ou sommes-nous soumis à son pouvoir de contrainte? En gros, la question qu'il faut quand même commencer par se poser, c'est est-ce que l'obéissance à la loi, c'est vraiment de l'obéissance, au sens où ce serait volontaire, ou est-ce qu'il n'y a pas dans la loi un pouvoir de contrainte qui n'est pas négligeable, qui consiste par exemple à mettre des amendes de 135 € en cas de non-port du masque ou de non-port de l'attestation, etc., etc. Autrement dit, est-ce que la loi oblige ou au contraire, faut-il penser que la loi contraint? Alors à vous, la loi oblige-t-elle? La loi contraint-elle? De quel côté faut-il placer le curseur? Ouais, c'est vrai que c'est une bonne remarque. La plupart du temps, la loi oblige, euh, jusqu'à une époque récente, qui est très émouvante hein, maintenant que j'y pense, l'impôt n'était pas prélevé à la source. On nous envoyait une feuille et nous étions dans l'obligation, d'une certaine manière, de régler par virement ou par chèque le montant de nos impôts à l'administration fiscale. Ok. Euh, la plupart du temps, euh, pour ne pas dire dans les rues de Paris, la quasi-totalité du temps, il n'y a pas de policiers pour faire la circulation. Il y a des feux, hein, ça ne suffit pas toujours, et il n'y a pas de pouvoir de contrainte derrière nous pour nous obliger à respecter le code de la route. Alors, c'est peut-être quelque chose qu'on a déjà vu chez un auteur qui s'appelle Thomas Hobbes,
Thomas Hobbes dit que les lois sont les chaînes qui lient les sujets au souverain. En gros, ce sont des chaînes qui partent de la bouche du souverain jusqu'aux oreilles des sujets, des citoyens, nous dirions aujourd'hui. Euh, ces chaînes sont très nombreuses, mais elles sont aussi très faciles à briser. Autrement dit, il n'y a rien de plus simple que de violer la loi. C'est extrêmement facile de se promener dans les rues de Chartres sans masque et sans attestation. Alors là, je ne vous en parle même pas. Euh, Parfois, je l'oublie. Simplement, le fait est que rien n'est plus facile que d'enfreindre la loi. Ce n'est que dans des situations rares, en réalité, où l'État a besoin d'exercer son pouvoir de contrainte pour forcer l'individu à respecter la loi. Dans ces cas-là, on se retrouve face à un juge, le plus souvent. Ou en tout cas, au minimum, face à un fonctionnaire de police. Ce qu'on appelle le tribunal de police. Mais au fond, il y a quand même quelque chose qui devrait nous interroger. Qu'est-ce qui nous pousse à obéir à la loi? Vous me dites, la plupart du temps, on obéit à la loi, mais qu'est-ce qui nous pousse quand même à le faire? Oui. Voilà, très clairement, effectivement, hein, l'argent c'est le nerf de la guerre, hein, c'est aussi le nerf de l'obéissance à l'État. Vous alliez dire? Alors, vous êtes un ange, hein, la civilité et la morale de chacun. Pour cela, mon cher ami, une partie assez restreinte de l'humanité, hélas. Mais c'est intéressant que vous le disiez. J'y reviendrai. Effectivement, ce qui devrait caractériser une politique pénale, au fond, c'est l'évaluation de son efficacité. Ça ne sert à rien d'avoir des lois qui ne peuvent pas être appliquées, ça ne sert strictement à rien d'avoir des lois qui ne sont pas appliquées. Ce qui est quand même beaucoup le cas dans notre République. Autrement dit, il est nécessaire que la loi soit assortie d'un châtiment et que ce châtiment soit aussi prévisible, si vous voulez, que la pluie un dimanche soir à Londres en novembre. Il faut que ça tombe d'une certaine manière avec une certitude quasi absolue. Sinon, ça ne sert à rien. Et donc, ce qu'on doit penser, au fond, c'est que l'obéissance, c'est de la contrainte qui a été transformée. C'est d'une certaine manière par anticipation du pouvoir de contrainte de l'État que nous obéissons à la loi. C'est parce que nous savons que la sanction est possible, parce que nous la représentons en fait comme réelle lorsque nous enfreignons, plutôt lorsque nous abstenons d'enfreindre la loi, que, eh bien, en gros, tout le monde est à peu près dans le rang et se tient correctement. Cela veut dire que peut-être, et c'est un texte justement que nous allons aborder qui porte sur cette question-là, peut-être qu'il n'y a pas lieu d'opposer aussi nettement l'obéissance et la contrainte. Est-ce que l'obéissance, c'est pas d'une certaine manière une contrainte qu'on a intégrée, qu'on sait, qu'on a digérée, qu'on a incorporée mentalement? Ok. On reviendra aussi sur effectivement le fait qu'il faille développer une sorte d'éthique civique pour que les lois puissent être appliquées d'une manière générale. Donc, première partie du cours, grand 1, obéissons-nous à la loi ou sommes-nous soumis à son pouvoir de... Vous l'avez déjà noté? Ok, parfait. On va lire un texte de Blaise Pascal tiré des Pensées. Alors, Pascal est un auteur du XVIIe siècle, c'est un mathématicien. C'est un de ceux avec Leibniz qui
fonde le calcul intégral. C'est aussi un grand chrétien. Il est d'ailleurs aussi célèbre pour ses travaux en mathématiques que pour son rôle au sein d'un courant qu'on appelle le jansénisme. Et c'est aussi un philosophe qui va avoir des propos articulés autour du rapport justement entre les sujets et le pouvoir politique. Que peut le pouvoir face à la société? C'est un homme qui est d'une santé très fragile, qui va mourir très jeune et qui va laisser la plupart de ses œuvres inachevées. Elles vont être publiées à titre posthume, c'est-à-dire littéralement après sa mort, post-humus, après la terre, et après l'enterrement. Et les pensées, c'est un recueil de petits textes, parfois de textes plus développés, qui sont des réflexions de Pascal sur différents sujets. Alors, là, on va prendre la pensée 103 dans l'édition La Fuma. Vous aurez ce texte, donc, non pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Suivez bien, c'est limpide, c'est d'une logique implacable, mais il faut vraiment suivre pas à pas. Il est juste que ce qui est juste soit suivi. Il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite, parce qu'il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est fort soit juste. La justice est sujette à dispute. La force est très reconnaissable et sans dispute. Ainsi, on a pu donner la force à la justice, parce que la force a contredit la justice, et a dit qu'elle était injuste, et a dit que c'était elle qui était juste. Et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. Alors, vous avez rien compris. C'est logique en fait, c'est une construction logique. Pascal, Blaise Pascal, hein, pas celui qui est au fond, Pascal oppose la justice et la force, et en même temps il dit qu'il faut les mettre ensemble. Qu'est-ce qui caractérise la justice? La justice, elle est suivie simplement pour ce qu'elle est, parce qu'elle est juste, et parce qu'on reconnaît, on est censé reconnaître, la justice dans une action, dans un commandement, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on obéit à la force? Est-ce qu'on obéit à la force déjà? On est contraint, très bien. La force est suivie parce que il est nécessaire qu'elle soit suivie. C'est le pouvoir de contrainte, très bien. Pascal va dire la chose suivante. La justice sans la force, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'une justice sans police, par exemple? Hein? Ah non. Une justice sans police, ça sert à rien. Autrement dit, ce que dit Pascal, c'est que la justice sans la force est impuissante. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice, c'est, pour le coup, c'est tyrannique. Très bien. Il faut donc combiner la force et la justice. Et Pascal va se dire, ok, de deux choses l'une. Soit on rend la justice forte, soit on rend la force juste. C'est soit l'un, soit l'autre. Et ça va être quoi? Est-ce qu'on va rendre la justice forte ou est-ce qu'on va rendre la force juste? Oui. Oui, on va rendre la force juste. Pourquoi?
Parce que c'est la force qui va avoir le dernier mot, tout simplement. Okay, c'est le plus fort qui peut dire ce qui est juste et, d'une certaine manière, contraindre au silence les autres. C'est aussi simple que cela. Okay, donc, je vais reprendre pour que vous ayez tous bien compris. La question est de savoir comment articuler la force et la justice. Et ce que dit Pascal, c'est la chose suivante à propos de la justice. La justice, elle est sujette à dispute. C'est-à-dire qu'au fond, comme c'est un sentiment, comme c'est subjectif, au fond, je peux toujours contester votre conception de la justice. Je peux dire, mais non, c'est pas ça qui est juste. C'est moi ce que je dis, ça c'est juste. Okay. En revanche, la force, quand elle est contredite, elle n'est pas contredite longtemps. Pourquoi? Parce que la force est incontestable. Pour citer les grands auteurs, octogone. Autrement dit, il y a des épreuves de force qui permettent de régler définitivement la question de savoir qui est le plus fort. Okay, la force se mesure là où la justice s'apprécie subjectivement. Entre une valeur qui est sujette à dispute et une nécessité qui s'impose incontestablement, qui est-ce qui va gagner? La force. C'est la force. Okay. Alors, quel est le sens du propos de Pascal? C'est qu'au fond, tous nos États, tous nos rois, tous nos gouvernements ne sont nos États et ne sont nos gouvernements non pas parce qu'ils sont les plus justes, mais simplement parce qu'ils sont les plus forts. Et ça leur donne le droit, dit Pascal, de dire ce qu'est le juste. Autrement dit, on pourrait penser que Pascal est alors dans le meilleur des cas, un cynique, dans le pire, un anarchiste. Et il dit, mais arrêtez de vous leurrer sur la justice de nos politiques. Ce n'est pas parce qu'ils sont les plus justes qu'ils ont le pouvoir, c'est parce qu'ils sont les plus forts. Et de toutes les manières, on ne sait pas ce qu'est la justice. On ne peut pas le savoir. C'est un sentiment subjectif. En tout cas, pour Pascal, qui est un chrétien fervent, depuis que Adam et Ève ont goûté du fruit de l'arbre, on n'a aucun moyen de savoir ce qu'est le bien et le mal, aucun moyen de savoir ce qu'est le juste, à part peut-être s'en remettre à Dieu, mais la justice des hommes, d'une certaine manière, ce n'est pas celle de Dieu. On ne peut pas savoir ce que sera que la justice de Dieu. Autrement dit, la justice des hommes, c'est simplement l'exercice de la force. C'est simplement cela. Et donc on peut se dire, oh, Pascal est un anarchiste, hein, c'est un vilain gauchiste. Il ne fait rien qu'à contester le pouvoir du pouvoir. Il ne fait rien qu'à contester l'autorité politique. Et pas du tout en fait. Pascal dit, étant donné qu'on ne peut pas savoir ce que c'est que la justice, laissons la force faire. C'est pas plus bête finalement d'avoir quelqu'un de fort qui nous dise voilà c'est ça la justice. Au fond, quand on ne peut pas savoir ce qu'est la justice, c'est le moindre mal que d'avoir un pouvoir politique fort, et de toutes les manières, par définition, le pouvoir politique, c'est la force, okay, qui nous dise ce qu'est la justice. Cet arbitraire-là vaut mieux que, je ne sais pas moi, une espèce de forum militant où chacun va défendre sa conception de la justice sans que personne n'ait raison et que personne n'ait tort. Okay. Et donc, Pascal, on pouvait prendre pour un anarchiste, en fait c'est un conservateur, c'est quelqu'un qui va dire, mais de quel droit, moi, puis-je dire à l'État ce qu'est la justice? Ma conception de la justice ne vaut pas plus, ne vaut pas mieux
que la conception de la justice que défend l'État. En revanche, ce que l'État a pour lui, c'est la force. Laissons-le faire. Laissons-le faire. On n'a aucune raison de penser qu'en détrônant le gouvernement, qu'en renversant l'État, l'État suivant sera plus juste que l'autre. Hein. C'est l'histoire, si vous voulez, des révolutions mexicaines, où le premier colonel venu dit à ses paysans, vous allez voir, grâce à moi, vous aurez la justice. Hein. 15 jours plus tard, il y a un nouveau colonel qui dit à ses paysans, vous allez voir, grâce à moi, vous aurez la justice. Et ça repart de 6 mois en 6 mois, de coup d'État en coup d'État. On défend des conceptions relativement semblables d'ailleurs de la justice. Et tout ce qu'on a gagné, c'est des rivières de sang. Okay. Pascal lui dit, mais soyons raisonnables enfin, ne renversons pas le pouvoir, puisque c'est là où se situe la force, et la force permet d'imposer une certaine conception de la justice. En revanche, arrêtons de croire que cette conception de la justice, c'est la justice. La justice, nous ne pouvons pas savoir ce que c'est. Okay. Alors, petite synthèse, peut-être dictée, sauf si vous avez des questions. Je pense que vous devriez en avoir. Non? Ça va? Alors, il y a un texte auquel on peut penser quand on a lu celui de Pascal. C'est une anecdote que raconte saint Augustin dans un livre qui s'appelle La Cité de Dieu. Alors, je ne remets pas cette anecdote dans son contexte parce qu'en réalité, ça serait très compliqué. Anecdote que saint Augustin raconte à propos d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand arrive en Égypte et il fait la guerre aux pirates, parce qu'il y a toujours des pirates en Méditerranée, si vous voulez. Il y a eu de la piraterie en Méditerranée jusqu'au milieu du 19e siècle, en fait. Donc Alexandre le Grand décide que ça suffit comme ça, et donc il fait la guerre aux pirates. Il fait prisonnier un capitaine pirate, et Alexandre le Grand lui dit ah tu as t'as voulu jouer au vilain, et voilà ce qui t'arrive. Heureusement, maintenant tout va rentrer dans l'ordre grâce à moi. Et le capitaine pirate répond en gros à Alexandre, mais au fond, à part la différence de taille qui est effectivement énorme entre ta flotte et la mienne, qu'est-ce qui nous sépare vraiment? La justice, franchement, vu la manière dont tu te comportes sur terre et sur mer, t'as pas grand-chose à envier aux pirates. Tu pilles des vaisseaux, tu prends leurs marchandises, tu réduis des peuples en esclavage, tu te comportes comme un pirate. Mais comme un pirate qui a réussi. C'est-à-dire que, au fond, ce que dit le pirate à Alexandre le Grand, c'est qu'un empereur, c'est un voyou qui a réussi. C'est-à-dire qui a réussi à s'imposer par la force. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire c'est la force qui est devenue la justice. Il est tellement fort que maintenant, il peut dire ce qui est juste sans être contesté. Et c'est ça, la seule justice qui peut, au fond, être accessible aux hommes. Alors Augustin pense évidemment le contraire, il dit mais non, la vraie justice c'est la justice de Dieu, et cette justice de Dieu on peut la connaître et s'inspirer de cette justice pour guider celle des hommes. Pascal, qui est tout aussi croyant que saint Augustin, il n'est pas aussi optimiste que lui. Hein. Il dit bah non, en fait, on ne peut pas savoir ce que c'est que la justice. Et résultat des courses, il faut être relativement prudent lorsqu'on dit que le roi est injuste, parce que nous ne sommes pas forcément plus justes que le roi. Okay. Alors, petite synthèse que je vais vous dicter. Donc, on peut se demander, je reviendrai peut-être sur un autre texte après, on peut se demander si il y a une vraie différence,
entre l'obéissance et la contrainte. Pourquoi obéissons-nous à la loi? Conscience civique? Point d'interrogation. MDR. Point. Bon, on peut en douter. N'est-ce pas plutôt par anticipation, n'est-ce pas plutôt par anticipation de la contrainte pénale? Autrement dit, de l'amende de la contrainte pénale. Anticipation de la contrainte pénale. C'est-à-dire, en gros, de l'amende forfaitaire de 135 euros ou de la peine de prison. Au fond, l'obéissance n'est-elle pas une contrainte qu'on a digérée? Alors, cela signifie, ou cela signifierait plutôt, cela signifierait qu'il faut s'interroger sur la distinction entre la force et la loi. Il faut s'interroger sur la distinction entre la force et la loi. Alors, c'est ce que fait Pascal, enfin, c'est ce que fait Blaise Pascal. Dans le fragment 103, mettez entre parenthèses la FUMA, parce qu'il y a plusieurs éditions, plusieurs classements de ces fragments. Fragment 103, la FUMA, des pensées. Alors, comment articuler la justice et la force? Comment articuler la justice et la force? Pour Pascal, la justice est suivie pour elle-même. Ça, mais en gros, on obéit à un ordre juste parce qu'on le reconnaît comme juste. La justice est suivie pour elle-même.
La force, elle, est suivie par nécessité. La justice est sujette à dispute. La justice est sujette à dispute, c'est-à-dire qu'elle peut être toujours contestée. La force, elle, est incontestable. Je ne vous fais pas un dessin. La force, elle, est incontestable. Et donc, ce n'est pas la justice qui est devenue forte, c'est toujours la force qui peut imposer sa conception de la justice. Ouais. Ce n'est pas la justice qui est devenue forte. C'est la force qui a pu imposer sa conception de la justice. Il y a donc, chez Pascal, un droit du plus fort. Et ce droit, c'est le droit de dire ce qu'est le droit. Il y a donc chez Pascal un droit du plus fort. Et ce droit, c'est celui de dire ce qu'est le droit. Alors, ne le notez pas ça, mais c'est un propos qui peut rejoindre d'une certaine manière celui que un philosophe allemand qui s'appelle Friedrich Nietzsche, euh, il a toutes les consonnes de l'alphabet dans son nom de famille, Nietzsche. C'est une thèse que Nietzsche va défendre dans un texte qui s'appelle La généalogie de la morale, il parle du dressage. Et il dit la chose suivante, en fait, il ne faut pas se faire d'illusions sur ce qu'est notre conscience morale. C'est le résultat d'un dressage, c'est-à-dire d'une éducation. Nous ne savons pas ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. En revanche, on nous l'a inculqué à coups de fouet, à coups de bâton, à coups de fer rougi par le feu. Bref, l'histoire de la morale, la généalogie de la morale, n'est pas une histoire plaisante à faire. C'est une histoire extraordinairement violente. On a domestiqué l'être humain comme on a domestiqué les bêtes. Et ce que nous pensons être l'obéissance au devoir moral, c'est en réalité le souvenir de la brûlure au fer rouge qu'on a appliqué à nos ancêtres quand ils désobéissaient aux ordres du plus fort. Et nous avons instinctivement développé cette culpabilité lorsque nous n'obéissons pas à la loi. Et cette culpabilité, en fait, c'est la crainte d'en prendre une, au fond. Hein. Et c'est une crainte qui est très profondément ancrée en notre espèce. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions sur ce texte? Ça va? Ça ira mieux, je pense, en revoyant ce cours sur
sur Netflix. Euh, non, mais en gros, si jamais vous avez, c'est quand même aussi ça l'utilité de cette vidéo. Si jamais vous avez l'impression de ne pas avoir compris, si, comme deux de vos camarades, vous avez passé l'heure à pioncer consciencieusement, d'ailleurs, va falloir les réveiller parce que c'est bientôt l'heure de la récréation, eh bien, vous pourrez évidemment avoir une petite séance de rattrapage sur YouTube. Euh, donc, comme je l'ai dit, je posterai directement le lien de la vidéo sur Pronote, n'est-ce pas? Bon, bah, je pense que je ne vais pas tarder à vous libérer. Euh, bon week-end, bonne sieste, bonne nuit.